Il paraît que ce sont les deux plus beaux mots du sport. Game 7, on aura bel et bien un match 7 sur ces finales NBA passionnantes. Décidément, les deux équipes font durer le plaisir. Grosse victoire d'Indiana contre Oklahoma City la nuit dernière, 108-91. Avant qu'on parle du match, moi, je veux vous parler d'abord quand même d'un projet Rivers. C'est pas vraiment un MOOC, c'est carrément quasiment un livre ou un MOOC Premium. Je sais pas comment on appelle ça exactement. Théo, MOOC Premium, un livre de 320 pages. Super, on sent le mec qui a bien préparé. L'anthologie Rivers est disponible sur le shop de Basket Session. Je voulais vous en parler quand même un petit peu. On revient sur 20 ans de basket, donc 20 ans d'histoire passionnante, de portraits, d'analyses, certains de nos plus beaux articles. Il y en a sans doute de Fred, j'imagine. Pareil, c'est une question. J'espère que oui, bien sinon j'aurais l'air entendu. con. Mais bien sûr que oui. J'ai oublié le sommaire, hein, je ne vous cache pas, je l'ai vu un moment, mais je l'ai oublié. Donc voilà, de toutes les plumes, pas de toutes, mais de la plupart des plumes Rivers sont disponibles dans cette anthologie. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'il n'y a que jusqu'à dimanche pour bénéficier des frais de port offerts en France métropolitaine. Si vous êtes en Belgique, faites-vous envoyer ça quelque part à Lille ou à Waterloo. Si vous êtes en Allemagne, à Strasbourg, si vous êtes en Espagne, quelque part dans le sud, dans le sud-ouest. Bref, ça c'est mon petit conseil pas cher pour éviter de payer les frais de port, c'est jusqu'à dimanche. Revenons au match, Game 6. Dans le dernier CQFR auquel j'ai participé, j'ai dit 2 fois non, mais le Pacers, ils ne pourront pas gagner un match en limitant le Thunder à 90 points. Non, mais c'est pas possible. Et bah oui, 108-91, performance assez époustouflante, voire impressionnante d'Indiana sur ce match. Les gars, quels sont vos enseignements de ce Game 6? Vas-y Théo, je t'en prie. Bon, je vais commencer. Théo est en colère, je te préviens, Théo est en colère. Moi, je suis vénère. Moi, je suis archi vénère. Le Thunder, fallait m'envoyer un texto pour me dire que c'était pas la peine que je me lève à 5h du matin si vous aviez pas envie de venir disputer un match 6. Ça vous intéressait pas. Je respecte, c'est comme en championnat amateur, t'envoies un message, tu dis on sera forfait, on peut pas venir. Tu laisses pas les gens venir à la salle, s'échauffer et tout quand il est 9h du matin, ça se fait pas. Donc moi surtout c'est ça que je comprends pas en fait la manière dont le Thunder a abordé ce match. J'ai l'impression que c'était pas au courant que c'était un match important à gagner. J'ai eu l'impression qu'ils jouaient sur le même rythme tout du long. J'ai pas vu de changement, donc on va pouvoir en parler en détail tous les trois. Mais sur l'attitude, j'ai pas du tout vu ce qu'on avait vu au match précédent, c'est-à-dire une équipe déterminée qui avait la volonté d'aller au cercle, de forcer des rotations défensives, d'être l'agresseur. J'ai rien vu de tout ça. Et même, je finis comme ça, mais j'aurais dû commencer par dire bravo aux Pacers, qui ont fait un match fantastique, qui sont une équipe fantastique et qui méritent largement d'avoir mis une volée au Thunder hier. Ouais, bah, je te rejoins, Théo. Moi, je voulais dire incroyable Pacers, mais en réalité, il faut y croire en ces Pacers. On peut plus dire incroyable Pacers parce que maintenant, on est habitué. Mais c'est vrai qu'OKC, alors, sur le tout début de match, moi, j'ai pas aimé le début de match d'Indiana parce que, bon, Haliburton, je pense que c'était la nouvelle importante de ce match-là, a débuté ce match. Et j'avais l'impression que c'était vraiment Indiana pour Indiana de dire, regardez, il peut jouer, on va jouer des trucs pour lui, pour vous montrer qu'il peut jouer. Enfin, c'est comme ça que j'ai un peu, moi, senti ce début de match et il forçait beaucoup de tirs, Eddie Burton, en début de match. Et finalement, l'attaque des Pacers, sur les 4 premières minutes, ça ne tournait pas. Et au fur et à mesure, ça s'est mis en place avec de l'adresse à 3 points. Je pense que c'est aussi une donnée importante. De toute façon, on en avait parlé en longueur. Et j'ai trouvé que oui, OKC n'a peut-être pas assez appuyé là où ça pouvait faire mal, en fait. Et ils se sont ils sont tombés dans un piège de peut-être cibler les mauvaises choses. Il y a eu énormément de pertes de balles. Je pense que c'est le film du match. C'est ce qui a déterminé en fait le score de la rencontre. Le Thunder a perdu 21 ballons, si je ne me trompe pas, dont 16 interceptions pour les Pacers. Et c'est ça qui a fait l'écart en fait sur la fin du deuxième quart-temps. Les Pacers, il y a cette interception d'Haliburton qui donne la contre-attaque, le dunk de Siakam. Et je pense que c'est ça qui entérine vraiment les espoirs de Casey. Et finalement, on a eu un garbage time dès la fin du troisième quart-temps. Donc, c'est clair que ce n'était pas le Game 6 dont on rêvait tous, mais on aura le droit à ce Game 7. Et moi, c'est tout ce que je retiens, c'est que ouais, on a quand même dans la globalité des super finales. Et je suis vraiment hyper content que ça aille jusqu'au match 7 décisif. Si je peux dire juste un petit mot, Antoine, parce que tu disais, tu sais, sur le début de match des Pacers, je te rejoins, et tu dis que ça a été progressif. En fait, ça n'a pas vraiment été progressif. Il y a eu un temps mort à 10-2 pour le Thunder, et derrière, les Pacers se sont mis à jouer comme ils ont fait tout le reste du match, quoi. Derrière ce temps mort, je crois qu'ils mettent un 8-0, un truc comme ça, et derrière, c'est eux qui ont pris l'ascendant direct. C'est
Bref. Je crois même que c'est un 64-32 sur les minutes qui suivent ce temps mort. J'avais vu quelque part passer la stat. Mais c'est terrible. J'ai eu l'impression que le match était super rapide. C'est vraiment, c'est ce que tu as dit, quoi. C'était plié dans le troisième quart-temps. Quand ils ont enclenché la machine, Indiana, par contre, ils l'ont pas fait à moitié, quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu de l'adresse, mais tu vois, j'ai trouvé que l'adresse à 3 points, elle est venue aussi sur des tirs un peu plus simples dans le corner, par exemple, à 3. Alors, peut-être pas tous, hein, mais j'ai le souvenir du premier de Nembhard, le premier de Nembhard dans le corner. Le deuxième de Nembhard, d'ailleurs, dans la foulée, il est un peu plus dur parce que c'est un step back, mais il vient vraiment d'une grosse circulation de balles. Tu vois, il y a eu beaucoup plus de mouvements. Et j'ai eu l'impression qu'Indiana a mis un énorme rythme. Par contre, pour vous rejoindre sur le Thunder, c'est qu'il y a, je sais pas si cette énorme, l'impression laissée par Indiana, est-ce que c'est juste, ok, Indiana a vraiment poussé, tu sais, ils ont joué super collectif, ça a créé des décalages, ou est-ce que c'est juste, en fait, le Thunder a tellement pas mis de pression et d'intensité que Indiana a pu faire, les Pacers ont pu faire ce qu'ils voulaient en attaque, quoi. À partir de ce moment où ça démarre, quoi. Il faut prendre le moment. Ils ont raté leurs 8 premiers tirs, je crois, les Pacers. Ouais, moi j'ai une stat qui est marquante, c'est que OKC sur et on en avait parlé hein, d'un des aspects clés, c'était le nombre de tirs qu'OKC allait prendre à 3 points, la fréquence d'OKC. Et sur ce match, la fréquence à 3 points, elle est énorme pour OKC, elle est de 36%. 36% avec 26% d'adresse. Et en fait, sur le début de match, j'ai trouvé qu'OKC forçait un peu ses tirs à 3 points. Sur le match précédent, c'était beaucoup de drive and kick finalement de Shea qui lâchait la balle au bon moment. Là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de tirs forcés à 3 points. Et vu le manque d'adresse, en fait, c'était acquis tout double. Et vu que l'adresse n'est pas tombée en début de match, finalement, ça a été un peu... ils se sont pas mis en rythme. On n'a pas vu l'attaque qui passait par Hartenstein, ce qu'on avait vu sur le match précédent, où finalement, il y avait plus de mouvement. Et ce que je trouvais beaucoup plus intéressant de la part d'OKC, là, on ne l'a pas vu sur ce match. On l'a vu peut-être qu'une ou deux fois passe à Hartenstein et les split action où ça fait des écrans, ça cherche des coups. Là, on ne l'a quasiment pas eu sur ce match et c'est ça qui est décevant. Ouais. Mais je suis complètement d'accord parce qu'en fait, à part le tout début de match où Jalen Williams commence le match de manière superbe en fait. Il est justement dans l'agressivité du match précédent, il est intenable sur les pick and roll et dans l'attaque de cercle et derrière, c'est que du jeu en périphérie de la part du Thunder et ils se sont entêtés alors comme tu l'as noté, ils sont maladroits et se sont entêtés à prendre des tirs à 3 points. Mais avec une circulation qui venait uniquement de la périphérie. Et c'est un truc dont on a parlé à plein de reprises, et notamment au sujet des Boston Celtics. C'est que souvent, quand les Celtics n'étaient pas à droite, c'était que c'était uniquement de passe en périphérie. Et il n'y avait plus cette fixation, il n'y avait plus les paint touches qui permettent justement de driver fort, de faire en sorte que la défense se replie vers le milieu, de ressortir la balle soit pour un tir ouvert, soit fixer, donner, puis donner sur la deuxième rotation où là tu as un tir complètement ouvert. Ça, on l'a plus vu du tout. Et moi, ce que je comprends pas dans ce match, c'est que j'ai eu l'impression que le Thunder était face à des problèmes et a continué de les aborder de la même manière. En se disant, il y a un moment, le résultat sera différent, notamment sur le rythme. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais du fameux du dunk de Siakam. Ce qui est fou, c'est que tout ce match, je me disais, mais à quel moment est-ce que le Thunder va mettre du rythme? Sur la situation dont tu parles en question, ça vient, il y a Tyrese Haliburton qui tente un tir, il tombe au sol, il pense avoir la faute, il n'y a pas la faute, il reste au sol. Il y a un 5 contre 4 qui s'organise, il monte la balle en marchant, Haliburton a le temps de revenir, de voler la balle et de donner la passe à Siakam. Et ça, en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment à l'image du match où jamais le Thunder n'a essayé d'augmenter le rythme, en fait. Et si tu n'augmentes pas le rythme face à cette défense des Pacers, on l'avait déjà dit, je ne sais plus si c'était après le Game 3, je crois, cette défense des Pacers, maintenant, là, elle est trop forte, en fait. Elle est trop bonne pour que tu puisses systématiquement l'attaquer en marchant, en pensant simplement que tu vas pouvoir aller prendre des tirs à 3 points ou même Shea, on y reviendra sur Shea parce qu'il faut en parler, mais j'ai pas trouvé que c'était du flex, j'ai trouvé nonchalant, en fait. Et il s'est fait trapper encore et encore dans les mêmes situations. J'ai jamais eu l'impression que dans ce match qu'OKC se disait on va aborder les choses d'une manière différente en fait. Ça m'a vraiment énormément gêné. Sur la défense, il y a un truc pour aller donner un peu de crédit à Indiana. J'ai trouvé Nembhard et Nesmith impressionnants sur Williams et sur Shea. Ils ont, c'est-à-dire Williams et Shea ont voulu jouer beaucoup d'ISO, beaucoup de pick and roll. Ils ont jamais subi les switches. Ils ont quasiment constamment
j'ai pas le nombre d'exemples où Nesmith finalement parvient à rester devant son gars et pas besoin de switcher. Pareil sur Nembhard, les deux ont été vraiment excellents. J'ai trouvé en tout cas voilà, les deux extérieurs qui depuis le début scoltinent les deux meilleurs scores adverses. Et j'aimerais mentionner aussi Miles Turner parce qu'en attaque, il est pas là au niveau de l'adresse à 3 points, mais je trouve que défensivement, là, pour le coup, il a fait vraiment un très très bon match et globalement sur ces séries, il est bon. Et là, il n'a pas fait de faute rapide dans cette rencontre et pour moi, il a été déterminant dans justement le fait qu'OKC galère. Il y a eu, il faut leur donner du crédit aussi parce que les interceptions, ils sont allés les chercher quand OKC a essayé d'être agressif. Il y a eu ces interceptions-là, il y a eu des mains actives, Nembhard, Nesmith, Turner qui protégeait bien le cercle. Il y a eu Siakam aussi, Liberton qui a fait des interceptions. Donc en fait, les Pacers aussi se sont mis dans les bonnes conditions pour justement, ils ont peut-être senti qu'OKC était peut-être en dilettante, était peut-être dans une gestion assez étrange de ce match-là. Et du coup, eux, je trouve qu'ils ont appuyé sans que ce soit la folie parce que bon, Liberton n'était pas à 100%, ça se sentait. Mais j'ai trouvé que justement, les transitions, ils les ont jouées à bon escient. Et il y a aussi un chiffre, moi, qui m'interpelle, c'est au niveau des rebonds offensifs. Là, OKC, c'est 4 rebonds offensifs dans ce match-là. Il n'y a pas eu justement, je parlais de fréquence tout à l'heure, il n'y a pas eu ce pilonnement de la raquette qui a eu grâce justement au rebond offensif sur le match précédent. Et là, ça vient aussi du fait qu'il y a beaucoup de tirs à longue distance, beaucoup de tirs à 3 points, et c'est beaucoup plus facile pour Indiana au niveau des box-out. Et j'ai trouvé que sur ce match-là, de toute façon, le match, il parle pour eux. Ils ont été très attentifs sur ça, mais ça a été facilité aussi par les choix de tir de la part d'OKC. Mais tu as raison de reparler des Pacers, parce qu'encore une fois, moi je retire rien du tout à la performance des Pacers. C'est Indiana est allé à dominer ce match du début à la fin. C'est pas simplement qu'OKC a mal joué, c'est que Indiana a fait déjouer OKC et sur les forces que vous venez de souligner tous les deux. Mais ce qui est fou en fait, c'est que malgré tout, je comprends pas enfin, j'ai vraiment eu l'impression qu'OKC essayait pas de changer les choses. On parlait des trappes par exemple. Ils ont continué, que ce soit Jalen Williams et Shai, à aller se mettre sur le côté, là où finalement, dès qu'un joueur se met dos au cercle, les Pacers envoient une prise à deux systématique. Quasiment systématiquement, ils le font à la perfection. Et malgré tout, les arrières du Thunder ont continué à aller se mettre dans ces espaces, sachant que le jeu du Thunder, je suis désolé, c'est pas celui des Warriors. Il y a très peu de mouvement en fait. Donc c'est vraiment donner le bâton pour se faire battre. Et je vais venir peut-être un petit peu sur SGA si vous êtes d'accord. Moi, je pense que ça se retranscrit pas forcément sur le box score, mis à part sur les balles perdues. 8 balles perdues, je crois que c'est son record en carrière. Record. Moi, c'est le plus mauvais match que j'ai vu jouer chez Gilgeous-Alexander depuis 2 ans. Je l'ai trouvé vraiment extrêmement mauvais. Et je sais que la ligne de stats, si tu regardes juste le box score, tu peux dire, bah non, il a quand même eu une adresse correcte, etc. De la même manière, j'ai vu LeBron James être extrêmement mauvais en réalisant des triples-doubles. Ça dit pas tout le match. Et quand tu es des joueurs de ce standard-là, de ce statut-là, tout se lit pas dans le box score. J'ai trouvé que une des grandes raisons du manque de rythme d'OKC, elle vient de Shai, quoi. Il a monté tout le temps la balle en marchant. Il y a des moments où il a voulu se mettre en rythme. Ce que je peux comprendre, hein, comme quand tu es un leader offensif, il y a un moment, si tu n'as pas touché la balle, tu veux mettre des paniers, mais ça a mené à pas mal d'actions forcées qui n'était pas vraiment dans le rythme collectif. Et de par sa position sur le terrain et de par son rôle dans l'équipe, pour moi, c'est sa responsabilité en fait de mettre l'équipe en mouvement et de trouver des solutions. Donc, c'est pas une remise en cause de son niveau en tant que basketteur et de ce qu'il a accompli cette saison. Mais sur ce match-là, je l'ai vraiment trouvé mauvais. Je l'ai même marqué 3 fois dans mes notes. Ça me sautait aux yeux, quoi. Tu vois, je me dis, mais d'une certaine manière, c'est un peu absurde, mais quand je vois ce que TJ McConnell fait en sortant de banc du côté des Pacers, il n'y a aucun joueur comme ça du côté qui est capable de faire ça du côté d'OKC, de remettre du rythme, de remettre de l'élan, ou même juste de remettre de l'envie, j'ai envie de dire, quoi. Honnêtement, je les ai trouvés je sais pas quel est le terme, quoi, mais je les ai trouvés amorphes, en fait. Mou. Moi, je l'ai trouvé en contretemps du match, en fait. Ça revient jamais dans le rythme, quoi. Jamais vraiment dans le flow ou jamais peut-être déterminant. Mais bon, il a essayé par moment, il a joué pour sa carte. Il est même pas maladroit, quoi. C'est les pertes de balles, mais je vois ce que tu veux dire sur Shai.
Et je pense, je te rejoins, mais je pense que c'est aussi global. Moi, je pense que la réussite du match précédent, c'était justement un jeu un peu plus en mouvement, un peu plus inclure Hartenstein dans l'attaque, créer du mouvement, des sorties d'écran, des coupes. Ça avait très bien marché. Et là, finalement, on se retrouve dans un schéma où OKC a un peu joué comme lors du match 4, où finalement, c'est assez pauvre en termes de mouvement. Ça se résume énormément à des ISO de Shea, de Jalen Williams. Et finalement, ouais, moi, je trouve que c'est un peu dommage. Je ne vais pas, moi, tout remettre non plus sur SG. Je sais que ce n'est pas ce que tu fais forcément là, Théo, mais je pense que c'est plus global. Et comme tu dis, je pense que l'état d'esprit n'était pas bon. Ils n'ont pas abordé ce match 6 comme un match à la vie, à la mort. Contrairement à Indiana, et je trouve que là, il faut aussi donner du crédit à Obi Toppin et à TJ McConnell, parce qu'on n'en a pas parlé, mais pour moi, c'est vraiment les deux joueurs déterminants dès qu'ils sont entrés en jeu. Clairement, on parlait justement de rythme de match à TJ McConnell. C'est exceptionnel, il faut lui faire une statue à Indiana. C'est magnifique, en fait, ce qu'il arrive à faire avec son faible temps de jeu. En plus, on avait fait, justement, il y a eu le MOOC il n'y a pas très longtemps sur les petits. Et justement, TJ McConnell, il représente ce type de joueur qui aujourd'hui n'aurait pas sa place dans la NBA actuelle, parce qu'il est petit, il a une envergure qui est négative, et pourtant tout ce qu'il fait, c'est exceptionnel, parce que les interceptions, elles viennent de lui aussi. Il y a eu cette interception sur Jalen Williams où il se retourne et il met sa main et ce moment-là, c'est un des moments clés, parce que c'est dans le premier quart-temps et ça donne du rythme. Et ce qu'il arrive à très bien faire aussi, TJ McConnell, c'est que les Pacers, ils jouent beaucoup ces actions, vous savez, sur les côtés, en fait, où il va jouer soit en main à main, soit il va recevoir un écran, il va aller sur les côtés. Et là, ce qu'il a fait sur ce match, c'est qu'il a souvent feinté d'aller sur le côté. Il est repassé dans l'axe. Il y a Cason Wallace qui se fait avoir dès qu'il rentre sur le terrain. Et en fait, TJ McConnell, il représente un peu le cœur aussi de cette équipe des Pacers. Et ce rythme aussi qu'il est capable de donner. Et Obi Toppin, c'est un 3&D qui est... Alors, le 3 pour le 3 points et le D pour le dunk. C'est un truc qui... Normalement, c'est la défense, mais lui, c'est vraiment 3 points et dunk. Et ça suffit, en fait. Ça suffit parce qu'il est adroit et parce qu'en défense aussi, il n'est pas ciblé, il arrive à tenir. Il y a toutes ces minutes où finalement, il joue 5-4 avec Pascal Siakam. Ce n'est pas des minutes que les Pacers perdent, parce que, justement, on parlait du manque d'agressivité d'OKC. Sur ce match, en fait, OKC n'a pas forcé les Pacers à s'adapter comme lors du match précédent avec Tony Bradley qui a finalement joué beaucoup de minutes de jeu. Et là, les minutes de jeu de Tony Bradley sont positives pour Indiana. Et ça, c'est une très grande victoire. Moi, sur McConnell, ça rejoint ce que tu as dit. C'est bien sûr que ton deuxième 5 est toujours généralement NBA moins fort que ton premier 5, c'est logique. Donc, tu peux avoir une baisse de niveau. Mais avec Indiana, tu n'as jamais de baisse d'intensité. Et surtout, comme tu as dit, une hausse du rythme. C'est-à-dire que déjà, eux jouent vite et McConnell arrive et tu as l'impression que d'un coup, ils ont passé un gear de plus. Ils vont encore plus vite. Bien sûr que c'est moins talentueux, mais du coup, l'adversaire il n'y a jamais de temps fait. Et c'est le sentiment que j'ai eu quand la machine était enclenchée, c'est que ça ne s'est jamais arrêté. Et si le Thunder ne met pas du rythme, le Thunder est juste en train de subir le tempo du match. Et tu ne peux pas te dire, OK, non, mais t'inquiète, là, on prend la sauce. Mais il va y avoir un temps faible et c'est dans ce moment-là, on va grappiller, on va revenir à 9 points, à 8 points, puis dans le quatrième quart-temps, on fait la différence. En fait, contre Indiana, ça ne marche pas. McConnell, il rentre, c'est une locomotive, ça va à 2000 à l'heure et tu as cligné des yeux et d'un coup, il y a 30 points d'écart. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu sur ce match et c'est vrai que McConnell, il est incroyable. Alors moi, du coup, tu as donné une belle analyse. Moi, je vais faire une vieille métaphore toute pourrie, une comparaison toute pourrie, mais c'est comme ça que j'imagine, pendant longtemps, c'est comme ça que j'imaginais le meneur de N3, tu vois. Les mecs hargneux, petits meneurs, expérimentés. C'est même pas un bon shooter, McConnell, à l'échelle NBA, mais il a vraiment un truc. Et sa ligne de stade, pour le coup, elle est assez parlante. En 24 minutes, il fait 12 points. Il prend 12 tirs aussi en 24 minutes pour un meneur. C'est pas rien quand même. 12 points, 9 rebonds. 6 passes, 4 interceptions. Et oui, et Toppin, évidemment, était très bon aussi. Ça fait quelques matchs maintenant que Toppin est très très bon. Et c'est lui le meilleur marqueur de l'équipe. Il met 20 points. Après, il y a eu énormément de garbage time à la fin. Oui, le dernier carton ne sert à rien. Mais non, c'est... mine de rien, vas-y. sur le garbage time, c'est lui qui met les paniers. Et c'est pas rien, parce qu'il y avait ce faux rythme. Mais je me suis dit, mais non, mais les Pacers, ils vont pas se faire rattraper justement parce qu'ils ont mis leur remplaçant. Et lui, il a mis des paniers importants. Donc,
ça compte quand même. Selon moi, ça compte quand même, ces paniers grappillés dans le garbage time. Non, et puis en plus, il a été bon dans tout le cas. C'est juste le fait qu'il finisse meilleur marqueur. C'est pas le fait qu'il ait marqué, tu vois, qu'il soit meilleur marqueur. Mais oui, t'as raison, Antoine, quand tu dis que OKC peut pas compter sur un run, surtout s'ils défendent pas mieux. Honnêtement, c'était pas la défense non plus dont ils sont capables. Les Pacers ont été extraordinaires. Mais moi, le manque de dureté offensive et de rythme dont on parlait, je ne l'ai pas vu en défense non plus de la part du Thunder. Ce qui était super intéressant au sujet de TJ McConnell, et puis j'ai une question pour vous dans la foulée, quoi. On l'a vu jouer avec Tyrese Haliburton sur ce match-là aussi. Et j'ai trouvé que c'était un super ajustement parce que ça te permettait d'avoir quand même de la fixation, parce qu'il est très très fort sur le drive, et de la création, sachant que là, Tyrese pouvait pas faire ça. Mais par contre, tu continues à profiter de la menace qu'il représente. Il était bon hein, quand même au scoring. Haliburton, vu les circonstances, je l'ai trouvé plutôt bon. Il a mis des tirs de loin. Et puis, il a sa qualité sa vision de jeu, pardon, et sa qualité de création. J'ai trouvé que c'était vraiment un super ajustement très bien vu de la part de Rick Carlisle. Et j'ai une question quand même pour vous. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que Mark Daigneault se fait outcoacher sur cette série globalement? C'est un peu difficile à dire. Enfin, en fait, sur le langage corporel, de toute façon, sur les ajustements, Marc Daigneault a fait des ajustements qui ont été payants. Enfin, faut le dire aussi même s'il n'a pas aligné très longtemps Hartenstein et Holmgren ensemble, mine de rien, il y a quand même eu une influence, un impact sur le fin du game 4 alors, globalement sur le game 4 et sur le game 5 au niveau des rebonds off. Et justement, le fait que Tony Bradley joue, pour moi, ça c'est quand même à l'avantage de Daigneault, mais on sent quand même que Rick Carlisle, il a beaucoup plus de bouteilles. Ces moments-là, dès qu'il y a un petit run, il coupe le jeu. Je vous l'avais dit déjà sur le match 1, ou enfin sur les premiers matchs, Rick Carlisle, il est vraiment connecté à ce qui se passe. Et effectivement, on a l'impression que il va savoir faire les ajustements qu'il faut au bon moment. C'est vrai que certains lui étaient tombés dessus par rapport à TJ McConnell sur le dernier match, justement. Voilà, où il fait. C'était le match d'avant, je ne me rappelle plus. Où TJ McConnell fait un super match et il le sort en début de quatrième quart-temps. En fait, et j'ai écouté le podcast d'Austin Reeves. C'était logique que Carlisle fasse ça parce que TJ McConnell n'est pas habitué à enchaîner plus de 8 minutes de suite. Mais au-delà de ça, il fait confiance aux gars qui ont permis d'être là en fait en finale. Donc ça, c'était un côté logique. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que Carlisle est quand même justement plus d'expérience que Daigneault et ose peut-être un peu plus de choses qui se voient. Peut-être que les ajustements de Daigneault sont un peu moins visibles ou peut-être qu'il fait un peu confiance, enfin il fait confiance carrément à ses joueurs, pour prendre des décisions, parce qu'on est sur du coaching moderne aussi. C'est plus le coach qui va décider de tout. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là chez Marc Daigneault où il va quand même faire énormément confiance à son personnel. Maintenant, c'est vrai, moi j'ai été un peu déçu sur ces séries du manque de mouvement de la part d'OKC, parce qu'ils sont capables de jouer différemment et on l'a vu sur le match 5. Ouais, c'est pas l'équipe qui affiche le plus souvent le plus d'ingéniosité. Après, il y aura un game set pour que Daigneault montre éventuellement d'autres ajustements. C'est ça qui est très intéressant là sur le fait que c'est des équipes qui n'ont pas arrêté de se répondre. Alors oui, il y en a. Indiana a gagné 2 matchs de suite dans cette série? Je ne me souviens plus. Non, parce qu'ils gagnent. Non, pas encore. Mais OKC, du coup, OKC est la seule qui a gagné 2 matchs de suite sur la série, mais ça se répond plutôt à chaque fois. C'est comme ça qu'on arrive en 7. Donc ça peut être intéressant de voir là. Justement, il en a tenté un là à la mi-temps. Il met Caruso dans le 5 à la place de Hartenstein. C'est Hartenstein qui sort du banc. Bon, ça n'a rien changé. Le début du 3e quart-temps, d'ailleurs, est absolument cataclysmique des deux côtés. Il marque pas pendant presque 4 minutes, je crois. Personne qui met des points, qui met des shoots. Donc à voir effectivement sur le game set. Après, Carlisle est plus expérimenté, ça c'est sûr. Parce que ce que je trouve exceptionnel dans le... Et en fait, quand je pose la question, elle est un peu, peut-être un petit peu, comment dire... provocatrice. Voilà, provocatrice. Mais en fait, j'ai le sens... Déjà, Rick Carlisle prépare trop bien ses équipes. Et ça, c'est un ajustement... C'est pas quelque chose auquel on pense forcément parce qu'on n'est pas dans les coulisses de ce qui se passe. Mais tu vois, là, sur la manière dont les deux équipes ont joué ce match,
il y a une équipe qui était plus prête que l'autre à jouer. Et il y a une partie, c'est les joueurs, mais c'est pas que les joueurs. Ça, c'est vraiment, c'est un collectif qui va au-delà de l'équipe. Pour moi, c'est le staff est autant responsable que les joueurs. S'il y a un bon ou le fait que les gens soient prêts à jouer, il y a la responsabilité de ceux qui sont sur le terrain, mais c'est aussi la responsabilité de ceux qui les encadrent. Et ce que je trouve frappant, malgré tout, dans tout ce run des Pacers, c'est que j'ai l'impression que Carlisle, en fait, il a comment dire, une carte dans sa poche avec des réponses potentielles aux questions qui pourraient se présenter en match. Et voilà, il va jouer un match 7 de finale NBA. Donc pour l'instant, il a eu quasiment tout le temps les bonnes réponses. Alors que si tu regardes, encore une fois, et je veux pas faire offense à cette équipe des Pacers qui est exceptionnelle, c'est vraiment pas la plus talentueuse malgré tout. Tu vois, de toutes celles qui auraient pu se retrouver en finale à ce stade-là, on peut pas faire comme si on avait tous su que les Pacers étaient aussi forts. Et ils le sont. Hein. S'ils sont là, c'est pas un hasard. Ils le sont parce qu'ils le méritent et parce qu'ils sont forts à ce point-là. Mais malgré tout, si tu regardes le talent, tu dis c'est vraiment pas l'équipe la plus talentueuse. Mais j'ai l'impression que Carlisle, à chaque fois qu'il se passe sur le terrain, et même parfois quand ils ont perdu, il avait une réponse potentielle. Ça veut pas dire que ça marche à chaque fois, mais qui avait vraiment du sens, quoi. Et là, alors que à l'inverse, tu vois, à un moment, il y a Isaiah Joe qui rentre sur le terrain. J'ai l'impression que c'est un petit peu des panic moves, en fait, parfois, certains joueurs que Daigneault est obligé de relancer. Alors, il cherche des solutions, hein. Je dis pas qu'il cherche pas de solutions, mais j'ai le sentiment, et c'est pas honteux, hein, même si ça devait être le cas. Le Thunder sera peut-être champion NBA, par ailleurs, et la question, on pourra se dire, bah non, ils ont été champions NBA, mais dans l'absolu, c'est pas une honte, en plus, de se faire out-coacher par un mec avec l'expérience et le talent de Rick Carlisle. Mais voilà, c'est une question que je me posais pendant le match. Tu as parlé d'Haliburton, juste, je voulais le souligner tout à l'heure, c'est rien à voir, mais j'y pense. Je l'ai trouvé, effectivement, déjà pour un mec blessé, déjà il a tenu son rang, tu as raison Fred, c'était quand même le point le plus important de l'avant-match, c'était de savoir est-ce qu'Haliburton allait jouer. On sait qu'il s'est fait élongation du mollet, si je dis pas de bêtises. Il a bel et bien été présent. Moi, je l'ai trouvé bon. Oui, tu avais parlé du scoring, il met 14 points. Et je l'ai trouvé excellente justesse, en fait. Je sais pas, je regarde, il finit à un turnover. Il y a des passes, bon, on sait de toute façon que c'est sa qualité de passe, sa qualité de vision dont vous parliez tous les deux, mais il a, dans son registre et à la fois dans un autre registre, quand il était avec McConnell, il a donné de la vie, du rythme, et il a ouvert des tirs pour ses coéquipiers. Enfin bref, un de ses, tu vois, il fait une finale un peu particulière à Haliburton, et je trouve que c'était un de ses meilleurs matchs. Pas son meilleur match, parce qu'il y a le triple-double, le quasi-triple-double, il était impérial, mais moi, je l'ai trouvé vraiment bon, en tout cas. Moi, j'ai pas trop aimé, bizarrement. Enfin, j'ai pas trop aimé. En fait, le début, tu nous disais que le début, il voulait absolument montrer. Ouais, non, mais c'est ce côté où on sentait qu'il n'était pas à 100%. Et en fait, il a joué juste avec ses forces du moment. Et ça, c'est aussi une qualité qu'on doit lui reconnaître. Et bravo, chapeau à lui. Sans son adresse à 3 points, ça aurait été compliqué. Mais justement, le fait d'avoir pris ses tirs sans trop réfléchir, et d'avoir confiance en lui, parce que finalement, c'était plus un Haliburton off-ball, en fait, qui a été impactant aujourd'hui. Et là, on en revient aussi peut-être à OKC, de mettre encore plus de pression. Alors, certes, il était diminué, il montait pas la balle, il montait très rarement la balle, il était plus en connecteur aujourd'hui, en finisseur. Et justement, je trouve que OKC peut-être l'a laissé un peu trop jouer. Après, il y a des tirs difficiles, hein, le tir qu'il met sur Caruso où il change de direction 2-3 fois, c'est des gros tirs. Et je trouve que justement, peut-être qu'il s'est fait un peu trop facilement oublier par la défense d'OKC. Mais c'est la plus grande victoire de toute façon pour les Pacers, c'est qu'il a joué que 20 minutes, une vingtaine de minutes. C'est clair. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix, je pense, pour les Pacers. C'était le scénario idéal. Un blowout, comme ça, Haliburton joue 20 minutes et on le met au frigo, et scénario parfait, en fait. Bien joué, Rick Carlisle, bien joué les Pacers. Hein. Il n'y a que ça à dire. C'est clair, t'as tout dit. Et puis là, c'est fou parce que je me rends compte qu'on n'a pas encore parlé de lui. Il y a Siakam qui a encore été excellent, quoi. Tout du long, il termine avec un double-double discret, genre 16 points, 13 rebonds. Mais c'est vraiment le joueur le plus fiable et le plus solide de cette équipe des Pacers, quand même, tout au long de cette série. Et pareil, un petit peu comme ce que tu disais sur Haliburton, il force pas, il joue son rôle à la perfection, il est efficace quand il y a besoin de l'être. Ouais, super match encore de Siakam, j'ai trouvé.
Ouais. Sur Siakam, j'ai trouvé justement, c'est surtout sur transition et il a mis quelques tirs à 3 points qui ont fait Ouais. son match finalement. Après, il y a toujours son activité. Mais justement, là où il met beaucoup OKC en difficulté, c'est quand il est face à Hartenstein. Et sur les transitions, on le voit, Hartenstein, il est vraiment en difficulté sur ça. Et c'est pour ça, je pense que Caruso débute le troisième quart-temps. C'est justement pour matcher la vitesse en fait de Siakam. Je le disais, je pense que c'est le joueur chez les Pacers qui a un mismatch à tous les coups. Soit il est plus grand, soit il est plus rapide. Donc, et j'ai trouvé que Indiana, bizarrement, n'a pas trop misé sur Pascal Siakam, sur jeu placé sur demi-terrain. Par contre, effectivement, en transition, je trouve que c'est une arme létale face aux intérieurs plus lents d'OKC. Et défensivement, il a été. Pardon, excuse-moi. Et défensivement, je l'ai trouvé vraiment excellent, quoi. À la fois dans les aides, comme il fait toujours, mais aussi sur l'homme. Les bigs d'OKC ont eu du mal. Des fois, c'est lui qui défend sur Chet ou qui défend sur l'un ou l'autre. Et moi, je l'ai trouvé exceptionnel en défense. C'est vrai qu'il n'a pas eu ses post-up habituels, mais c'est presque pareil. C'est une carte que tu sais que pour Indiana, ok, là d'un coup, si eux ils se réadaptent au match d'après, s'ils veulent jouer plus petit, je voulais vous amener à ça sur un peu ce qu'on peut voir sur le game set. Tu vois, t'es les Pacers, tu sais, ok, on va pouvoir commencer avec ça. Moi, je me demande, que va faire Daigneault justement? Alors, on se doute bien qu'il y a une partie de l'ajustement, c'est bon les gars, là maintenant, on a déjà vu le Thunder se prendre des gifles, réagir, mais là, on est en finale NBA. Et c'était pas dans l'optique de derrière jouer un game set. Par exemple, si je repense leur très grosse défaite contre Minnesota, c'est quoi? Il y a déjà 2 ou 3-0. Je me souviens plus quel score. Je me souviens plus comment ça commence. 2-0, il me semble. 2-0, tu vois. Bon, Ouais. c'est pas la même chose, quoi. On n'est pas au même stade, donc il y aura forcément un peu plus de pression. Donc, à part l'intensité de on se réveille, on joue dur, est-ce qu'ils vont s'écarter, à votre avis, du double big pour mettre pas Kyson Wallace comme au début de la série, mais pour mettre Caruso directement dans le 5 majeur, par exemple, comme il l'a fait en deuxième mi-temps? Quel ajustement tactique vous attendez à voir? Ouais, il y a juste un truc, dernier mot sur le match de cette nuit, là où ça s'est vraiment fait aussi la différence, je l'ai dit, sur les pertes de balles, parce que j'ai parlé des 21 pertes de balles du côté d'OKC, les Pacers ont perdu que 2 ballons sur les 2 premiers quart-temps. Et en fait, c'est un différentiel énorme, parce qu'au final, il y a quasiment 20 tirs de pris en plus. 18 de plus, ouais. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. On en avait parlé justement lors du premier match où c'était inverse et malgré ça, ils avaient réussi à gagner. Et bien là, ils ont tiré quasiment 20 fois de plus. Donc évidemment, la différence, elle se fait aussi là parce que la réussite à 3 points, elle n'a pas été folle non plus du côté des Pacers. C'est 36%. Donc ça s'est aussi joué sur ça. Et du coup, je rejoins le point que tu évoquais sur le match de tête. Je pense que ce qui avait bien marché pour OKC, c'est justement être hyper agressif au rebond offensif. C'est ce qui avait fait la différence sur le match précédent. Donc, moi, je pense que c'est ne pas changer le 5, garder ce 5-là avec les 2 grands, mais assumer qu'il y a vraiment un avantage à ce niveau-là. Et plus appuyer là-dessus, en fait, du côté d'OKC. Je pense que c'est sur ça que ça va faire la différence et pas miser uniquement sur Jalen Williams et SGA pour faire des différences. Parce que on a vu beaucoup de pick and roll entre petits pour cibler Haliburton en début de match. Mais c'est ça. Alors, ça marche, mais c'est pas ce qui marche le mieux. Et c'est peut-être pas ce qui va marcher le mieux contre cette équipe des Pacers qui, pour le coup, a un déficit à ce niveau-là. Au niveau des bigs, au niveau du rebond défensif, si OKC est très agressif, ils vont souffrir, comme au match 5, en fait. Ouais, je te rejoins sur le fait de servir des grands, parce qu'en fait, ils le font au début de match. À chaque fois, les 2 premières actions, c'est tout le temps pour les grands, et après, ils oublient ça très vite. Moi, comme toi, en fait, je pense qu'OKC... moi, je les vois repartir avec le même 5, commencer avec les 2 grands. Par contre, les ajustements qui sont essentiels à mon sens, le premier, c'est sur le rythme. Tu peux pas jouer en marchant face à cette équipe des Pacers. Il faut combattre le feu par le feu pour justement les mettre aussi à la faute. La deuxième chose, c'est la manière dont SGA est utilisé. Ce que j'avais bien aimé dans les matchs précédents, c'est qu'il ne portait pas systématiquement la balle. Parfois, c'est d'autres joueurs qui montaient la balle. Je pense qu'il faut ça. Là, il y a eu une seule fois de mémoire dans ce match-là où on l'a retrouvé recevoir la balle au niveau de la ligne des lancers francs. Il a attaqué en un dribble et eu panier plus la faute. C'est un ajustement qui avait très bien marché. Il faut qu'OKC retrouve ça parce que je trouve que ça pose des problèmes. Même avec une attaque statique, ça les met beaucoup plus dans une situation favorable que quand ils sont simplement en périphérie. Et je reste sur SGA et sur les rotations en fait. Moi j'avais
trouvais que c'était à l'avantage d'OKC quand il sortait au bout de 6 minutes du premier quart-temps, il se reposait un peu, il revenait. Là, hier, j'étais hyper étonné. Non seulement il rejoue tout le premier quart-temps, mais il rentre aussi sur le début du deuxième quart-temps. En gros, il joue presque 14 minutes de suite. J'ai pas trop compris cette manière d'aborder les choses. Je pense qu'il faut que Daigneault et son staff fassent confiance à leur profondeur de banc pour aussi forcer les Pacers à faire face à différents types de rythmes, différents types de match-up, les faire se poser plus de questions. Donc, en gros, c'est pas forcément des ajustements structurels, changer le 5 ou etc. Mais un certain nombre de choses qu'OKC sait faire et qui doivent faire mieux, et bien sûr la défense. Ils peuvent pas, leur identité c'est la défense, ils peuvent pas défendre comme ils l'ont fait hier. Est-ce que vous voulez qu'on ajoute quelque chose sur ces finales? Est-ce que tu as un point, Fred? C'est l'agressivité de manière générale, que ce soit en défense ou en attaque. C'est vrai que qu'OKC aussi, sur certains matchs, a été beaucoup plus agressif sur transition offensive. Là, c'était pas le cas, comme tu l'as dit, Théo. Donc, en fait, oui, c'est ça. Mais de toute façon, sur un match 7, il n'y aura plus de calcul. Il n'y aura vraiment plus de calcul. Sur ça, je m'attends à ce qu'il y ait du répondant et que les deux équipes jouent vraiment un match à la vie, à la mort, quoi. Ce sera ce Game 7-là dont on a tous rêvé peut-être avant la finale. Moi, j'avais dit, j'espérais que cette rencontre, enfin, ces séries allaient aller en 7 matchs. Et moi, je suis vraiment ravi de ça. Mais oui, pour le coup, sur le match 7, on aimerait voir deux équipes qui jouent à 200% et sans trop réfléchir, en fait, qui soient hyper agressives et qu'on retrouve un peu les forces des deux équipes. Je pense que c'est ça, c'est d'avoir un super match et pas avoir ce match où finalement la tension, l'enjeu prend le pas sur le jeu. A priori, si elle se lâche, effectivement, on a deux équipes capables de jouer comme ça. Ça sera le 20e Game 7 de l'histoire des finales NBA. Ça a quand même profité 14 fois sur 19, du coup, pour l'équipe à domicile. Par contre, le dernier, c'était en 2016 et c'était Cleveland qui était quand même allé s'imposer à Golden State. Bon, ils avaient un certain LeBron James quand même, ça aide, mais ça, c'était le dernier Game 7 qu'on a eu en finale NBA. Peut-être avant qu'on referme tout ça, un petit mot de basket féminin. Il y a l'équipe de France quand même qui est engagée dans l'Eurobasket. Victoire contre la Grèce, 92-56 des Bleus du coach Jean-Aimé Toupane. Deuxième victoire du coup consécutive de l'équipe de France qui avait déjà battu la Turquie dans la douleur et qui du coup s'est qualifiée pour les quarts de finale. Ouais, un petit mot sur le match. Une victoire qui était quand même moins difficile que face à la Turquie. Face à la Turquie, on en parlait avec Shai hier, on était un petit peu étonné de voir qu'il avait fallu attendre une mi-temps quasiment avant que l'équipe de France monte le ton, notamment défensivement. Là, elles ont été très bonnes défensivement presque dès le début. Et il y a un moment, elles ont haussé leur niveau, notamment en deuxième mi-temps là. Dans le troisième quart-temps, je ne sais plus quel est le score du troisième quart-temps, mais la Grèce arrive plus du tout à marquer. Et puis on a vu des choses qui se mettent en place. Janelle Salin qui a été à nouveau excellente avec 17 points. Pauline Astier qui commence à montrer un petit peu le bout de son nez. Il y a des moments, c'était intéressant. Il a fait jouer à la fois Romane Berniès et Pauline Astier ensemble. J'ai trouvé que c'était un gros plus pour l'équipe de France qui manque un peu quand même de qualité à la création, je trouve, durant cette campagne. Victoire hyper rassurante qui se termine sur un gros éclat après le premier match où on se regardait un petit peu avec Shai en se demandant si la campagne n'allait pas être compliquée, puis elles sont qualifiées pour les quarts de finale du coup. Ouais, c'est le principal, mais j'ai trouvé que sur le début de match, on sentait encore des difficultés. Le premier quart-temps est quand même disputé et la différence, ça se fait vraiment en fin de deuxième quart-temps. Après, elles ont des joueuses individuellement qui font la différence. Iliana Rupert, Pauline Astier, Janelle Salin. Enfin, là, c'est un niveau supérieur et c'est aussi sur ça que ça peut jouer. Mais oui, comme tu disais, c'est défensivement que l'équipe a pris vraiment l'ascendant sur le troisième quart-temps. Mais bon, on va voir comment ça va monter en puissance. Je pense que l'équipe ne peut que monter en puissance et là, ça progresse lentement, mais sûrement. Et le troisième match de l'équipe de France sera, je regarde, contre la Suisse, demain contre la Suisse. Demain, 18h30 contre la Suisse, France-Suisse. Le prochain match des finales NBA, le Game 7, c'est dans la nuit de dimanche à lundi, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on sera lundi matin au rendez-vous pour débriefer ce Game 7. Dimanche, il y aura le Hoop Culture disponible le matin sur la chaîne. Le CQFR du samedi, par définition, c'est le samedi. On répond à vos questions. Je fais dans l'analyse intelligente, moi, aujourd'hui. C'est du haut niveau d'analyse. Et du coup, écoutez, bonne journée à tous. Je vous rappelle que l'anthologie Reverse, 20 ans de Reverse, est disponible sur le shop de Basket Session. Merci beaucoup, Fred. Merci, Théo. Ciao, les gars. Bonne journée à tous. Ciao. Ciao à tous.